Yorana, Kotaounui et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. Le MMA, la voile, le VAA, la randonnée et bien d'autres, le point commun, c'est les diplômes professionnels disponibles dans ces domaines. De la formation à la certification, on découvre tout cela avec nos invités. D'un côté, nous avons Kenji Kalm et Taruya Kreiner, tous deux agents de la cellule des certifications de la direction jeunesse et sport Yorana. Yorana. Et de l'autre, nous avons Toanoui Nena, trésorier du syndicat des guides de randonnée pédestre, et Reihire Dudes, qui est éducateur sportif certifié de MMA Yorana. Yorana. On va se tourner tout de suite vers eux, justement. Toanoui, déjà, donc toi, tu es guide, en plus d'être trésorier dans le syndicat. Qu'est-ce qui t'a mené sur cette voie? Alors moi, je suis guide de randonnée pédestre. Donc au départ, je faisais un peu, comme tout le monde, je connaissais pas un peu la randonnée. Donc je faisais un peu avec des amis comme ça, hein, jusqu'au, on va dire, premier accident. Donc, par exemple, là, il pleut, donc on a été coincé une fois en crue. Et tout s'est bien passé, on est rentré sain et sauf. Et du coup, après, je me suis rapproché avec mes amis d'une association de randonnée pédestre, justement pour apprendre toutes les techniques pour se sécuriser en montagne, les chemins d'accès, et puis voilà. Et du coup, ensuite, j'ai fait la connaissance d'un guide professionnel de randonnée pédestre qui m'a appris d'autres choses. Donc après, je le suivais en fait en tant que serfil. Et après, en 2021, j'ai passé le diplôme professionnel de guide de randonnée pédestre de Polynésie française. Donc la passion est devenue finalement une profession. C'est ça, voilà. Un petit peu dans la même idée, Reihire, bon, on te connaît bien, hein, mais parle-nous du diplôme que tu as eu en août dernier. Comment est-ce que tu as entendu parler justement de cette certification de la DJS? Moi, c'est assez spécial parce que j'ai un ami qui travaille justement à l'IGSPF, Baptiste. Et du coup, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a peut-être un diplôme qui va se mettre en place pour votre discipline, est-ce que ça te dit? Je lui dis, pour moi, ouais, c'est un aboutissement quand même, parce que ça fait des années que je combats sur le circuit professionnel en tant qu'athlète. Et je coach aussi dans ma structure, une association sportive. Du coup, c'était l'occasion pour moi de me mettre un peu dans la légalité avec ce diplôme. Et ouais, j'ai sauté sur l'occasion. Et parlant de ces diplômes, Kenji, ces certifications, ça consiste en quoi, rapidement? Alors, déjà, il y a un cadre réglementaire qui impose à toutes les personnes qui veulent encadrer les activités physiques et sportives d'être titulaires d'un diplôme professionnel. Donc, c'est ce qui conduit du coup toutes ces personnes à venir chercher des qualifications professionnelles dès lors qu'elles veulent en faire leur métier. Alors, ça peut être à temps plein, des fois, c'est des métiers qui s'exercent en plus d'une activité principale. Donc voilà, l'idée c'est que derrière, quand on a ce projet-là professionnel et qu'on est spécialisé dans une discipline ou une autre, on cherche à aller se qualifier dans ce domaine-là. Donc voilà, donc il y a des métiers d'éducateur sportif, mais aussi il y a des métiers de guide, il y a aussi des métiers, on va dire, d'accompagnateur de pleine nature. Voilà, ce sont tous ces métiers-là qui nécessitent une qualification professionnelle jeunesse et sport. Alors justement, est-ce qu'on peut citer les différents domaines, par exemple, Tarouya, est-ce qu'on sait tous les domaines qui peuvent être certifiés ou il y en a peut-être un petit peu beaucoup? Non, comme Kenji l'a dit, en gros, il y a trois grands domaines. Il y a l'éducateur sportif, donc avec le BPPES. Ensuite, il y a le diplôme de guide, donc le BPPGA-PPN. Et le dernier, c'est le CPPA-PPN, donc le diplôme d'accompagnateur. Voilà, qui permet vraiment d'encadrer des personnes en toute sécurité, que ce soit dans la randonnée pédestre, la randonnée aquatique ou la randonnée à jet ski, par exemple. Donc finalement, une fois qu'on a ces diplômes, on peut avoir n'importe quel domaine de sport. Par exemple, j'ai cité au début le VAA, la voile, la randonnée, tous ces domaines-là font partie des certifications que vous proposez. Exactement, oui. Et quelles sont les différentes obligations pour pouvoir participer à ces certifications? Par exemple, il faut déjà avoir plus de 18 ans, je suppose, Tarouya? Voilà, il faut avoir plus de 18 ans. Après, pour un BPPES éducateur sportif, on va dire qu'il y a des conditions d'accès déjà à la formation. Donc forcément là, ça demande aux stagiaires d'avoir déjà un niveau de pratique qui est... Voilà, Rehere, si tu peux, en MMA, il y a un diplôme fédéraux, des diplômes fédéraux. Ouais, qui il y a des existent. BF, Rehere. des brevets fédéraux qui ont été mis en place par la fédération. Et dans la plupart des structures que je connais, tout le monde a dû passer le BF1 et le BF2 en amont justement de ce BPPES qui a été créé sur le MMA. Du coup, c'est sûr qu'on n'a pas été juste comme ça avec notre expérience personnelle. On a dû quand même passer un minimum de formation au sein de la fédération. Kenji, il y a d'autres obligations? Alors, je voulais revenir sur l'offre de formation au niveau local. C'est vrai qu'on est un petit territoire, donc des fois l'offre de formation, on ne peut pas tout proposer.
On essaye de repérer les besoins dans des secteurs où on se dit, bon, ben là, il faut qu'on œuvre parce qu'il y a des éducateurs qui ont besoin d'avoir une qualification. Donc, dernièrement, c'était le MMA. L'année prochaine, on est sur du VAA. Mais effectivement, on n'a pas toutes ces offres de formation tous les ans les mêmes, hein. Donc, c'est vrai que des fois, pour certains, il ne faut pas louper le coche, on va dire. Il faut être dans le bon wagon au bon moment. Parce que tous les ans, on ne va pas remettre en place une formation MMA, tous les ans, on ne va pas remettre en place une formation VAA. Donc c'est vrai qu'il faut être à l'écoute un petit peu et puis profiter de l'occasion dès qu'elle se présente pour suivre ces formations. C'était un petit peu la suite de ma question. C'est vous qui allez chercher les gens ou c'est les gens qui doivent se tenir au courant et qui doivent être justement à l'affût de ces formations-là? Alors nous, la DJS, on a une connaissance des éducateurs qui œuvrent sur le terrain, alors de façon, on va dire, légale avec des qualifications ou même des fois de façon, on va dire, moins réglementaire. Donc en fait, c'est un peu des deux. Ce qui se passe, c'est qu'à la fois, nous, on va chercher les gens sur le terrain pour leur dire, il y a une formation, tu devrais y participer parce qu'on a connaissance du champ. Et d'autres fois, c'est aussi aux personnes au sein des fédérations de se tenir informées de ce qui peut se passer en termes de formation professionnelle. Et toi, Noé, de ton côté, comment ça s'est passé le début de l'accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est-à-dire, j'ai pas trop compris la question. L'accompagnement que vous avez suivi en 2021, si je ne me trompe pas, comment est-ce que ça s'est passé? Alors déjà, par rapport la proposition de création du diplôme, en fait, nous, on a été repérés aussi par les guides de randonnée déjà présents, donc issus d'anciennes formations qui exerçaient comme ça. Et nous, par exemple, moi, j'étais serre-fil d'un des guides, par exemple. Il m'a dit, bah, tiens, en 2021, ils vont faire la formation, tu devrais t'inscrire, voilà. Donc ensuite, le syndicat, il fait aussi une publicité au niveau des gens qui sont inscrits au syndicat. Et pour dire aux autres guides, par exemple, tiens, dans telle île, si vous avez des gens intéressés par la formation, il faut les prévenir qu'il y aura bientôt. Ensuite, il y a aussi les associations de randonnée pédestre. Donc, les différentes associations, je crois qu'il en reste 3 actuellement. Eux aussi vont faire la publicité. Et bien sûr, l'IGSPF sur leur site aussi Facebook, que nous on suit aussi. Hein, voilà. Donc, Irahire, toi, tu avais des appréhensions au début de cette formation. Bon, parce que être athlète, c'est différent que d'être éducateur sportif. Donc, est-ce que tu avais peut-être pas des peurs, mais plutôt des Non, appréhensions? j'avais pas d'appréhension parce que ça fait un moment, ça fait quand même plus de 10 ans que j'enseigne dans ma structure. J'ai ouvert mon association en 2014. Du coup, j'ai fait mes armes sur le terrain au jour le jour et j'avais plus une hâte au niveau du savoir en fait qu'on allait nous transmettre durant cette formation. Il y a quand même des modules qui sont très intéressants pour nous parce qu'on n'a pas une formation type scolaire, on a plus une formation de terrain. Du coup, c'était complémentaire pour nous d'avoir cette formation, quoi. Du coup, j'avais juste hâte de voir ce que ça allait donner. Si on rentre dans les détails de ces différentes formations, certifications, diplômes, Tarouya, comment ça se passe lors de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a un accompagnement en amont où justement on propose à certaines personnes d'avoir des diplômes, la base, comme disait tout à l'heure Ahiré, ou finalement les personnes se présentent et on apprend à tout le monde la même chose? Alors, il faut savoir que, en fait, nous, en tant que direction jeunesse et sport, on est, on va dire, on habilite en fait des dossiers de formation de l'IJSPF, par exemple, qui est un organisme de formation publique, et d'autres organismes de formation aussi plus privés. Et en fait, l'IJSPF, on va dire, reçoit les dossiers d'inscription des candidats, des stagiaires. Et ensuite, nous, en fait, on habilite des dossiers de formation, donc de la session de formation qu'ils remettent en place. Donc là, c'est un peu plus complexe, Kenji, si tu peux compléter les propos de sur ça, Tarouya. Oui, alors c'est voilà, dans le mode de fonctionnement, hein, donc tu parlais d'accompagnement. Nous, on va évidemment accompagner l'organisme de formation à proposer une formation qui répond au règlement du diplôme, à l'issue de quoi ils vont avoir donc une habilitation pour mettre en œuvre la formation. Donc ça vaut pour tous les diplômes polynésiens, que ce soit le BPPES, le CPPA, donc l'accompagnateur, le diplôme de guide. Dès qu'un organisme de formation souhaite mettre en œuvre une formation, cet organisme doit donc se creuser un peu la tête, essayer de mettre en œuvre le projet de formation de la façon la plus originale et aussi la plus, on va dire, pragmatique possible. Et nous, derrière, on donne une habilitation qui va lui permettre de déployer le projet de formation.
Donc ensuite, c'est eux qui sont en relation en direct avec les stagiaires Mhm. au cours de la formation. Voilà. Il y a des spécificités, pardon, je vais y arriver, ici localement, c'est-à-dire par exemple, on va prendre l'exemple de Rehire, est-ce qu'il existe une certification, un diplôme MMA en France? Alors justement, le gros avantage qu'on a ici, c'est qu'on peut créer nos propres certifications professionnelles. La Polynésie a fait ce choix-là depuis bien longtemps. Et donc, on a notamment les 3 diplômes qu'on connaît là, qu'on a cités. Mhm. Et en plus, on a pu explorer des domaines pour lesquels, on va dire, on est vraiment la volonté de répondre à des besoins locaux. Je pense aux arts martiaux mixtes, hein, qui est une discipline en fait, qu'on a souhaité traiter rapidement au vu de son développement. Je pense au VAA, hein, qui a également sa qualification professionnelle, hein, qui est dédiée, qui n'existe pas au niveau national. Je pense aussi au Jiu-Jitsu brésilien, hein, où on a également là fait le choix d'avoir un diplôme d'éducateur spécifique à ce champ-là. Voilà, donc on a cette possibilité-là et je trouve que c'est quand même une force. Est-ce qu'il y a une différence, toi, Noé, entre le avant et après la certification? Je suppose déjà qu'il y a une tranquillité d'esprit de se dire on fait les choses dans les règles. Voilà, c'est ça. Déjà, quand on est diplômé, donc ça permet aussi de pouvoir justifier auprès des clients, voilà, ben, j'ai une certification et puis c'est un gage de sécurité. Donc derrière ça, ben, il y a le diplôme, il y a une assurance professionnelle à avoir. On a aussi le premier secours par équipe niveau 1, donc PSC1 et PSC1 aussi des fois. Et puis on a appris durant la formation aussi tout ce qui est faune, flore, et puis mise en sécurité des personnes, amener les personnes d'un point A à un point B en toute sécurité. Voilà. Rehire, dans ton cas, c'est un peu spécial puisque tu étais déjà athlète depuis un petit moment. Là, tu es passé en tant qu'éducateur sportif. Est-ce qu'avant ce diplôme, tu étais entre grandes guillemets hors la loi? Je suppose que non, tu avais une structure avant. Ouais, j'ai toujours ma structure en fait, ça fait 10 ans, hein, mais je œuvrais en fait sous une forme associative. Ça dit que c'est non rémunéré, hein, c'est à titre bénévole. Et là, en l'occurrence, grâce à ce diplôme, on peut être rémunéré. Du coup, voilà, pour moi, c'est le plus grand changement. Après, un truc important, c'est que là, on peut intervenir aussi au niveau scolaire. C'est-à-dire que c'est un grand pas pour nous parce qu'on était le monde scolaire, le monde associatif, c'est deux mondes différents. Mhm. Et pour nous, avoir l'opportunité de mettre un pied chez les scolaires, c'était le top, quoi. Pour moi, j'ai dit, waouh, si on peut intervenir auprès des plus petits, pas en structure associative, mais directement dans l'école, ben, c'était une vision qu'on avait déjà il y a longtemps, mais de la voir se réaliser aujourd'hui, c'est quand même un rêve pour tous les pratiquants de MMA. Et pour les plus anciens aussi, chez les plus anciens, on voyait déjà, si on pouvait venir dans les écoles, transmettre nos savoirs aux plus petits, ça serait le rêve, quoi. Et aujourd'hui, grâce à ça, ben, c'est possible. Est-ce que le diplôme t'a apporté des connaissances que tu n'avais pas sur l'accompagnement, par exemple, des plus petits? Ah oui, là, ça a été déjà le remaniement du vocabulaire et la méthodologie en fait, d'enseignement. Ça a beaucoup changé. En fait, on a une vision différente. Quand tu enseignes en structure, tu as ta méthode. Personne ne va te dire non, c'est pas bon, c'est bon. Parce que tu es chez toi, tu es dans ton association, du coup, ça se passe comme tu veux. Mais chez les scolaires, il y a une démarche à faire en parallèle de ce qu'ils ont comme objectif en fait, avec l'éducation. Là, chaque année, ils ont des objectifs en fait, d'apprentissage chez les petits. Et nous, on doit coller en, fait, en parallèle par rapport à notre méthode d'entraînement. On doit arriver au même but. C'est-à-dire que l'élève il se développe, qu'il apprenne la sociabilité avec ses camarades. Et on doit intégrer ça dans nos séances. Du coup, c'était bien de se remettre en question ce sujet-là, quoi. Cet exemple est particulièrement intéressant. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets? Par exemple, on a parlé de remaniement du vocabulaire, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en parler, Kenji? Alors bon, sur le vocabulaire, c'est comme, j'aime bien donner l'exemple du garagiste qui va te demander une clé de 12, qui va demander, voilà, qui a un vocabulaire propre à son métier. Et en fait, dans les métiers d'éducateur sportif, c'est pareil, on a un vocabulaire, on parle de méthode pédagogique, on parle d'enseignement, d'apprentissage, on parle de démonstration, on va parler aussi musculairement de certaines choses. Voilà, donc c'est tout un vocabulaire finalement à s'approprier et aussi pour crédibiliser le métier, parce que c'est un métier où finalement, pour entrer à l'école, comme le dit Rehire, il faut quand même amener une certaine, on va dire, connaissance du champ pour que l'institution scolaire fasse confiance à nos éducateurs et qu'elles acceptent de les intégrer sur des temps scolaires. Voilà, donc tout ça participe en fait à leur donner cette légitimité-là. Dans la même idée, tout à l'heure, on a parlé d'exemples d'accidents avec Toa Nui. Comment est-ce qu'on fait
pour former à la sécurité dans les différents domaines, Tarouya? Alors c'est complètement vaste, hein. Par exemple, en randonnée aquatique, on va surtout leur conseiller de faire un très bon briefing de départ déjà, Mhm. pour pas qu'il y ait d'accident ensuite. En amont de la sortie, pendant la sortie d'encadrement, il y a aussi des consignes à respecter. Donc tout ça, en fait, l'organisme de formation, il apprend aux stagiaires comment le faire. Donc il y a des cours théoriques en formation et aussi des cours pratiques qui permettent aux stagiaires de se mettre en situation réelle, quoi. Encadrement, voilà. C'est rassurant de se dire qu'un professionnel connaît ces mesures de sécurité. Justement, on va donner des exemples. Toi, Noui, quelles sont les mesures de sécurité que tu as appris dans cette formation et que tu mets en pratique aujourd'hui? Alors déjà, comme il a dit, le briefing de départ. Donc déjà, bien en amont de la sortie, je vais vérifier évidemment la météo. Mhm. Donc la météo, le lieu de randonnée s'il est praticable. Ensuite, dans le briefing de départ, je vais dire, OK, il y a ça comme danger. Par exemple, aujourd'hui, la veille, il a un peu plu, donc l'eau est un peu plus haut que d'habitude, mais c'est pas dangereux. Ensuite, tout ce qui est attention aux glissades, ne pas, tu vois, il y a des gens qui montent direct sur des cailloux alors qu'il faut être plutôt en base dans la rivière. Il ne faut pas essayer de sauter sur les cailloux pour traverser une rivière, par exemple. Mhm. Faire attention à tout ce qui est arbre, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui, pour s'aider à monter à un endroit, ils vont tenir un arbre, ils vont pousser. En fait, l'arbre, c'est un truc pourri, quoi. Donc, bien vérifier aussi où tu mets tes mains, tout ce qui est cordes. Donc, là, nous, on aménage en fait les sentiers. Il y a des cordes qui sont installées. Donc, moi, je vérifie aussi, avant que je leur dise, attendez, je vérifie la corde avant que tout le monde passe dessus, quoi. Mhm. Voilà. Donc, briefing de départ. Et puis, pendant la randonnée, moi, j'ai les yeux partout, en fait, sur leur état physique à eux. Ensuite, sur le terrain en lui-même, par exemple, quand on traverse un endroit, là, je vois, oh ben, celui-là, le caillou, il bouge. Ah, derrière, peut-être qu'ils vont mettre le pied dessus. Donc là, je le dégage, par exemple. Ou si c'est pas possible, je dis attention, n'allez pas là, parce que ça glisse, ou le caillou, il bouge un peu, allez plutôt là. Et puis, des fois, je peux les aider à traverser. Voilà, je repère vraiment, j'ai les yeux partout. Ce sont des exemples que tu as appris en formation ou tu avais déjà une petite base Alors, avant? j'avais une petite base, mais en formation, on a mis beaucoup l'accent sur l'aspect sécurité, quoi. Voilà. Un petit peu la même chose dans ton cas, Rehire? Ouais, ça a été le plus important, c'était la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, à la base, genre, ceux de la formation, ils n'avaient pas forcément un regard poussé sur la sécurité des pratiquants. Mhm. Parce qu'on se dit qu'on a l'habitude après toutes ces années, mais c'est faux. Du coup, nous, ça nous a quand même permis de revoir un peu plus les normes de sécurité déjà par rapport aux structures là où on accueille le public. Parce que moi, dans ma structure personnellement, moi, j'ai fait les choses dans les règles parce que quand il y a une association, des fois, tu as des visites surprises. Du coup, tu es censé normalement être dans les normes de sécurité. Après, le plus important, c'était quand même d'avoir, comme il disait, la vision globale sur ton groupe quand tu interviens. Je pense chez les scolaires, c'est d'avoir le groupe dans ton champ de vision. Ça a été le plus important pour nous tous, quoi. Ça représente combien de personnes finalement, ces diplômés Tarouya chaque année? On est plus dans la cinquantaine, plus dans la centaine? Pour les BPPES ou le... Pour tous ces diplômes. On ira plus que ça, je pense, hein. En fait, je suppose que c'est différent en fonction. Donc, tu parlais de BPGEPS, DEGEPS, DESGEPS. Bon, déjà, est-ce qu'on peut rappeler tout ce que c'est? On en a parlé rapidement, mais est-ce qu'on peut faire un rappel, s'il te plaît, de tous ces termes? Alors, le BPPES, c'est le brevet professionnel polynésien d'éducateur sportif. Le CPPA, PPN, c'est le certificat professionnel polynésien d'accompagnateur d'activité physique de pleine nature. Mhm. Et le BPP, GAPPN, c'est celui de guide du coup, d'activité de pleine nature. Donc c'est des diplômes qui sont très volumineux, notamment le BPPES et le BPP, GAPPN, qui eux demandent quand même aux stagiaires 100 ans. C'est à peu près 6 à 8 mois de formation à plein temps. Ah oui. Ok, Donc, ça oui, ça demande vraiment beaucoup de temps alors. Il faut que, en général, on a des demandeurs d'emploi sur ce type de formation. Ensuite, tout ce qui est CPPA, PPN, donc là, on est plus sur 6 semaines de formation avec 180 heures minimum, quoi. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, on parlait de la plein temps condition aussi. qui était d'avoir un minimum 18 ans. Kenji, ça vous arrive souvent d'avoir des jeunes de 18 ans qui font ces formations? Alors, on a souvent des promotions qui sont très hétérogènes. Donc, c'est la spécificité aussi de Jeunesse et Sport. On va accueillir des gens qui sont des primo-entrants, qui ne connaissent pas très bien le Un métier. petit peu de temps micro, excuse-moi. Qui connaissent pas très bien le métier et qui, du coup, donc arrivent assez jeunes. Et puis, on a des gens plus expérimentés qui viennent chercher, du coup, une certification avec plus de maturité.
Donc vraiment, ce qui caractérise les promotions jeunesse et sport en formation, c'est cette hétérogénéité des âges, mais aussi des parcours, hein. On a vraiment des gens aussi qui peuvent arriver à nos diplômes avec déjà des licences parce qu'ils sont sur un changement de vie, voilà, ils veulent faire autre chose de leur vie. Voilà, donc c'est toute la complexité aussi après derrière pour l'organisme de formation de piloter des promotions avec voilà, des écarts qui peuvent être importants et des motivations qui peuvent être importantes aussi, quoi. Et en préparant cette émission, on en a discuté justement avec Rehire. Est-ce que tu nous as donné un genre de conseil? Ça serait d'avoir plus de maturité dans le domaine plutôt que de se lancer directement à 18 ans, quelque chose comme ça? Tu peux nous le rappeler? Après, c'est pas évident. Quand tu es jeune, d'encadrer d'autres personnes, c'est pas évident. Faut un recul derrière, il faut de la pratique et surtout, comme tu dis, de la maturité dans la discipline. Et à 18 ans, tu peux pas, sauf si tu as commencé à 8 ans, mais voilà, c'est assez rare. Du coup, ouais, c'est bien d'avoir une certaine expérience dans le domaine avant de se lancer en formation. Après, si tu es vraiment motivé, pourquoi pas, hein, mais ça demande un certain recul et beaucoup de patience à 18 ans. C'est pas évident, hein, voilà. Toi, oui, c'est que ça te parle ce qu'il vient de dire, justement, cette maturité, ce recul? Oui, c'est sûr, complètement, parce que c'est sûr que c'est pas évident, surtout quand on va gérer, en fait, comment on appelle ça, par exemple, un accident. Par exemple, nous, ça n'est arrivé quelqu'un qui tombe, qui chute et en fait, qui sur l'arcade sourcilière. Donc là, faut gérer, quoi. Donc, faut savoir pas paniquer, faut pas se regarder, ah, mince, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc il y a une maturité à savoir gérer des accidents physiques qui peuvent arriver, hein, comme ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Des situations pas agréables. Bon, j'en ai parlé déjà, par exemple, des crues. Quand il pleut, t'es en mode, entre guillemets, stress, quoi. Même si, voilà, tu sais, normalement, tu apprends à gérer tout ça dans la formation. Et c'est sûr que ça demande une certaine maturité aussi pour parler aux gens. Des fois, ben, quand tu es un peu jeune, tu es un peu en retrait, tu dis, OK, ben, suivez-moi et tu vas tout droit. Alors qu'il faut parler aux gens, il faut faire de l'animation, en fait, hein. Donc, il faut expliquer ben, tout ce qu'on a dit, tout ce qui est faune, flore, et puis voilà. Ça, c'est des choses que tu acquiers avec l'expérience petit à petit. C'est ça. Beaucoup, c'est l'expérience et être sur le terrain tout le temps. Et ça se passe comment la suite? Puisqu'on a parlé un petit peu de la préparation en amont, de ce qu'il fallait avoir, des conditions, on a parlé de la formation, mais et après? Est-ce qu'il faut avoir un rappel, comme par exemple, Kenji, le brevet de surveillant aquatique, où il y a un rappel qui est nécessaire tous les 5 ans pour le maintien du niveau? Est-ce que c'est pareil pour tous les diplômes? Alors, c'est pas pareil pour tous les diplômes. En général, c'est les diplômes souvent en lien avec le milieu aquatique qui vont nécessiter des recyclages, hein. On a beaucoup ces domaines-là. Et localement, on a le diplôme de guide de randonnée pédestre. Voilà, donc pas tous les diplômes sont soumis à recyclage, mais ceux, notamment en milieu aquatique, voilà, eux, par contre, sont soumis à recyclage tous les 5 ans. Tarouya, tu penses que ces diplômes, ça permet de mettre vraiment en valeur le savoir-faire des locaux qui sont ici sur le territoire? Oui, complètement. C'est vrai que ici à Tahiti, on est un peu dans notre sphère, un peu, on va pas dire coupé du monde, mais presque. Et on prend certaines mauvaises habitudes quand on encadre des personnes, qu'on entraîne des personnes même. Et voilà, d'avoir ce cadre réglementaire, sportif, ça permet quand même aux éducateurs et aux accompagnateurs comment dire, déjà de ne pas avoir d'accident et d'entraîner les personnes convenablement, quoi, hein. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure avec nos deux diplômés, finalement, il y a beaucoup de règles de sécurité qu'ils ont pu apprendre en plein milieu. Est-ce que du coup, Kenji, là on est en janvier 2025, est-ce que vous avez déjà un calendrier pour cette année des différents diplômes qui vont être mis en place? Alors, oui, il y a déjà un calendrier. Il y a notamment le calendrier des formations de l'Institut de la jeunesse et des sports, hein, qui devrait être accessible sur leur site. Au niveau DJS, on a publié aussi le calendrier des examens, hein, parce on peut aussi accéder à un diplôme professionnel, à une certification via un examen. Et puis ensuite, tu as tous les organismes de formation privés, hein, qui eux aussi œuvrent sur ce champ, qui ont sans doute déjà établi des programmations. On peut déjà en teaser, citer des noms de diplômes qui vont sortir ou avoir directement sur les sites? Alors non, par exemple là, dans l'immédiat, on va avoir le BPPES, donc le diplôme d'éducateur sportif dans le VAA, hein, formation qui devrait démarrer le 10 mars. Les sélections qui devraient avoir lieu dans le premier trimestre là, 2025. Donc ça, on va dire, ça va être la grosse formation 2025.
Donc voilà, c'est le petit focus que je pouvais faire sur cette formation en particulier, quoi. Et puis si vous voulez vous renseigner, on vous redirige directement sur le site de la DJS, à savoir service-public.pf/DJS. Pour pouvoir vous renseigner si vous êtes justement animateur sportif pour pouvoir devenir éducateur sportif certifié. Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu à mes questions. Oro. Merci. Allô. Et nous les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle émission à partir de 17h. Bonne soirée sur TNTV, 18h, votre VATT. Maururu itotato farerira, trahoma parhena.